qui a été attaqué, on lui a arraché sa chemise, et donc il y avait tout autour de lui la foule qui se sont jetés sur lui et qui lui ont arraché ses vêtements parce que la foule, c'était des gens qui travaillaient pour Air France et qui craignaient de perdre leur travail, et du coup, c'est-à-dire ce pauvre DRH, parce que c'est pas lui qui s'est levé un matin en disant je vais enlever ton travail, mais c'est lui qui est la victime de la décision de la direction. Et donc c'est devenu quelque chose qui a frappé l'imaginaire parce que ça a fait le tour du monde. On a vu dans tous les médias du monde cette photo de ce directeur des relations humaines d'Air France avec sa chemise arrachée, avec la foule sur lui. On dit ça y est, les Français sont devenus des animaux. Alors je rassure, non, tout va bien. Donc, et ça, c'est des choses qui se passent très régulièrement à chaque fois qu'il y a un événement social un peu brutal. Nous, ça ne nous choque pas, on est habitués à ça. Mais ça fait le tour de la presse internationale en disant ça y est, les Français ont encore frappé. Ils nous ont fait encore quelque chose d'insupportable dans une foule. Donc, alors, tous les Français sont insupportables, sauf moi. Donc, on continue. Alors, il va y avoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, un basculement. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, on a commencé à voir le début d'une mauvaise image de la foule. Et ça va être encore plus vrai au XIXe siècle, quand il va y avoir toutes ces révoltes. Et tout va commencer avec Rousseau, notre très célèbre philosophe, qui a réfléchi sur égalité dans liberté, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Égalité, c'est Rousseau, il est là. Et donc, quand il a travaillé sur le contrat social, qu'est-ce que c'est que le contrat social? C'est comment la foule, le peuple, le corps politique peut former une unité. Et là, Rousseau repense à ce que pensaient les Grecs, c'est-à-dire que la foule, c'est le peuple. C'est une forme d'expression du peuple. Et dans ces cas-là, il faut garantir l'unité, parce que ce qui a toujours menacé l'unité sociale en France, jusqu'à maintenant, c'est quand il y a quelque chose qui va diviser la société française. Et quand quelque chose divise la société française, ça devient comme un bouchon de champagne, toc, ça explose. Et dans ces cas-là, ça devient incontrôlable. Et Rousseau l'a très bien compris à son époque, et il a bien rappelé qu'il fallait trouver ce moyen de l'unité. Alors, malgré tout ça, les écrivains, nos grands écrivains, sont pessimistes. Alors au début, ils trouvaient ça merveilleux, la foule, parce que justement c'est ce peuple qui revendique. Mais très rapidement, ces écrivains, vous savez, les écrivains français, c'est pas des paysans, hein. Ils sont eux-mêmes issus d'une certaine élite, eux-mêmes des bourgeois, et donc eux-mêmes pas très marxistes, on va dire, si on devait utiliser une expression d'aujourd'hui. Donc, quand ils voient la foule au XIXe siècle, nos écrivains du XIXe siècle ils ont un peu peur, on va dire. Et on va avoir des écrits, des textes de nos grands écrivains qui montrent on va dire au moins cette gêne, mais au moins cette critique. Alors par exemple, Flaubert écrit que la foule est une multitude sans conscience. Alors dit autrement, ça veut dire que c'est une masse qui ne réfléchit pas. Donc si ça ne réfléchit pas, c'est dangereux. Alors tout le XXe siècle, on va essayer de démontrer que Flaubert s'est trompé. Parce que on va, surtout dans la psychanalyse, on va essayer d'expliquer qu'il y a une conscience dans le groupe. Et Flaubert lui dit non. Dans le groupe, dans la foule, il n'y a pas de conscience. Pas de conscience, on devient des animaux. Ensuite, Victor Hugo, notre grande Victor Hugo, qui est le symbole, l'ambassadeur de notre littérature dans le monde, au début est très idéaliste. Il a soutenu au début la foule, mais très rapidement, lui aussi, il va changer d'avis. Il va dire la capacité des foules à saisir le grand, ça veut dire ce qui est important, se nuance de confiance. C'est-à-dire que
le pouvoir veut bien être d'accord avec la foule, mais il faut que le pouvoir n'ait pas peur de la foule. Si le pouvoir a peur de la foule, dans ces cas-là, la foule est une menace. Donc vous voyez, malgré tout, il y a une peur qui s'installe petit à petit chez les élites, et notamment chez les élites qui vont constituer la France contemporaine, la France qui va devenir après une république. Et cette France républicaine, même si elle est un enfant de la Révolution, ça a duré un siècle, mais même si elle est un enfant de la Révolution, cette république a peur de la foule. Et plus le temps passe, plus la République a peur de la foule. Et plus les autorités ont peur de la foule, plus il y a de manifestations de foule. Parce que les gens ont compris que les autorités ont peur. Continue. Alors, toujours, tout à l'heure j'ai parlé des écrivains, mais au 19e, mais surtout au 20e siècle, c'est marqué par l'émergence des sciences humaines, ce que les Américains appellent les humanités. Bon, nous on appelle ça les sciences humaines parce qu'on aime bien mettre science, c'est notre passé grec qui fait qu'on dit, on aime bien mettre tout est scientifique en France. Donc, les sciences humaines se développent, et surtout c'est un moyen, ces sciences humaines sont là pour réfléchir à ce phénomène de la Révolution en France, et pourquoi la Révolution française a pu aboutir à ces droits de l'homme, ce qui fait la fierté de la France dans le monde. Et l'Europe va essayer de voir un peu, est-ce qu'elle-même, elle peut utiliser les foules dans leur démocratie. Ça a été un échec. Chaque fois que dans le reste de l'Europe, on a tenté de faire des manifestations de l'ampleur des manifestations françaises, ça s'est presque toujours mal fini. Donc, en tout cas, il y a très peu de révolutions qui ont marqué. Mais la Révolution française, bien évidemment, n'est pas la seule. Chaque pays a connu des révolutions. L'Angleterre elle-même a connu une révolution bien avant la nôtre, mais ils ont remplacé un roi par un autre roi. Donc finalement, la conséquence a été moins importante. Alors, les sciences humaines qui s'imposent dans les universités vont l'étudier. Nous sommes passés d'un profond mépris de la foule à une bonne compréhension de son utilité sociale. Alors, je vais reprendre Aristote, tout à l'heure, que j'ai commencé par lui, et donc je vais continuer par lui. S'il faut des architectes pour juger l'œuvre d'un architecte, celui qui habite la maison, c'est cependant bien mieux que celui qui saurait la bâtir, ce qu'elle a de bon ou d'incommode. C'est-à-dire que, quand un architecte construit une maison, bien évidemment, il connaît parfaitement la maison. Mais celui qui habite dans la maison, il la connaît encore mieux. Alors, c'est un moyen pour dire que les élites peuvent construire un pays, une société, mais le peuple qui habite cette société connaît mieux cette société. Et donc, c'est un moyen encore de dire que la foule, même si elle est barbare parfois, même si elle est violente parfois, elle connaît mieux la société. Et donc qu'il ne faut pas la bloquer. Continue. Fini. C'est la première partie qui est finie.